Fifina. Accro ouvert, épisode 2. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Il y a quelques mois sortait la série documentaire Breakpoint sur Netflix, qui suit plusieurs jeunes joueurs et leur évolution sur le circuit. En dehors des images inédites, ce qui a marqué les spectateurs a été la difficulté mentale du tennis. Stress, larmes, remise en question, discussion, appréhension, le fait de montrer ces éléments s'apparente à une libération de la parole sur un sujet qui a longtemps été tabou, la santé mentale des pros. De plus en plus de joueurs et joueuses s'expriment sur leur expérience personnelle. Rien que ces dernières semaines, Amanda Anisimova a annoncé une pause pour des raisons de santé mentale, en expliquant qu'il était pour elle devenu insupportable de participer à des tournois de tennis. Dominic Thiem a embauché un préparateur mental pour l'aider à revenir au plus haut niveau. Ons Jabeur a évoqué une période difficile pour sa santé mentale. C'est souvent l'autre extrême qui a été abordé et loué, la force mentale des meilleurs joueurs. Un consensus semble exister sur son importance, que ce soit chez les joueurs, les coachs, les staffs. Combien de fois a-t-on entendu l'expression « gagner au mental » ? Rafael Nadal explique par exemple avoir travaillé sur cet aspect avec son oncle depuis son enfance. Serena Williams disait même que c'était sa plus grande force. Alors plusieurs questions se posent. Comment expliquer l'importance du mental dans le tennis ? Comment réussir à le contrôler ? Quel accompagnement pour les joueurs professionnels ? Pour tenter de répondre à ces multiples questions, nous reprenons la même formule que chaque semaine. 30 minutes d'émission, un thème, un invité pour en discuter. Vous l'avez compris, c'est de mental dans le tennis que nous allons parler aujourd'hui avec Vincent et notre invité du jour qui est psychologue du sport. Bonjour Dorian Martinez. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais laisser la main à Vincent pour la première question. Donc, en tant que psychologue du sport, vous avez créé votre propre entreprise, Devenir Meilleur, qui a pour but d'accompagner des coachs sportifs pour qu'ils apprennent et se perfectionnent sur les différentes techniques de préparation mentale. Vous avez aussi travaillé aux côtés de sportifs de haut niveau comme Arthur Cazot ou encore Kevin Mayer, champion du monde et recordman du décathlon. Et donc, ma première question, c'est la suivante. Quel a été votre parcours et comment vous en êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui? OK, merci pour l'invitation et pour la question. Alors moi j'ai un parcours, un peu atypique puisque j'ai d'abord fait du foot jusqu'à l'âge de 13-14 ans et j'ai découvert, vraiment le sport qui me correspondait, relativement tardivement, hein, 13-14 ans, et je suis vraiment tombé amoureux de ce sport au point, j'ai presque honte de le dire, de dormir avec ma raquette, d'avoir des posters comme beaucoup d'adolescents dans sa chambre et cetera. Je suis monté assez vite au classement et j'ai, suivi après le bac, du sport-études. Alors moi, j'avais déjà le bac un petit peu en avance et puis là, je me suis fait une double entorse et ça a mis, vraiment un coup d'arrêt, j'allais dire, à mon rêve de devenir un joueur professionnel. Et j'ai pris le temps et j'ai compris parce que, je passais le tronc commun pour le brevet d'État de tennis et il y avait des premiers cours de psychologie du sport et j'ai compris que malgré ma motivation, j'aurais peut-être pas pu aller plus haut parce qu'il fallait être très, très bien accompagné. Et c'est là que je me suis dit: «Je veux devenir psychologue du sport», et donc je suis allé, direction Montpellier puisqu'à l'époque c'était le seul endroit où il y avait ce diplôme de psychologie du sport. Donc j'ai passé toutes les années, pour être psychologue, puis psychologue du sport, et donc voilà en raccourci comment, j'en suis arrivé à devenir psychologue du sport avec l'idée d'accompagner les autres à la fois à être plus performants et en même temps être bien dans leur basket. Parce que pour moi les 2 sont liés. OK, bah, très intéressant et ça nous permet un peu mieux de comprendre, bah, votre parcours et pourquoi vous êtes, orienté, vers ce domaine. Ouais, tout à fait. Et par rapport à ce sujet justement, une question qui peut revenir tout d'abord, c'est pourquoi on a besoin de préparation mentale dans le monde du tennis? Vous avez parlé de l'importance dans votre parcours. Et est-ce que c'est plus important que dans les autres sports? Parce que forcément le tennis c'est un sport individuel, alors on imagine que c'est un élément encore plus important et on entend toujours les pros en parler. Mmh. Alors le tennis, outre le fait que ce soit un sport individuel, j'ai même écrit un petit livre il y a une dizaine d'années là-dessus, pourquoi le tennis est un sport qui rend fou les personnes qui n'ont pas compris pourquoi justement il pouvait rendre fou. C'est que le tennis, c'est un sport effectivement individuel. C'est un sport où il n'y a pas un chronomètre qui dit au bout d'une demi-heure, voilà, celui qui a marqué le plus de points a gagné, comme au foot, au rugby par exemple. Il y a pas de chrono. Au tennis, vous pouvez pas faire le point du match et gagner le match pour autant. Vous êtes boxeur, vous êtes pas très bien, mais un crochet bien placé, boum, vous pouvez gagner.
Au tennis, vous n'avez pas le droit, sauf maintenant quelques exceptions, mais d'être coaché pendant le match. Au tennis, vous pouvez marquer plus de points et plus de jeux que l'adversaire et donc avoir la sensation d'être meilleur que lui et pourtant perdre. C'est-à-dire que celui qui a inventé les règles du tennis, c'était sûrement quelqu'un d'un peu pervers parce que c'est terrifiant comme système. Au tennis, vous pouvez être dans un bon jour, être en forme, et cetera, bien sentir vos coups et les circonstances, l'adversaire, le vent, l'arbitrage, vous mettre dans un très mauvais jour avec votre système nerveux qui va être mis à l'épreuve. Donc le tennis, pour finalement toutes ces raisons, c'est un sport, on l'a dit, aussi individuel. Au foot, vous pouvez être mauvais, bon, sur un coup d'éclat, mettre un but, voire rien, mais gagner quand même, parce que vos collègues ont fait le job. Au tennis, non. Donc c'est un sport qui, de mon point de vue, est le plus dur pour le système nerveux. Voilà. On n'a que 10 minutes à peu près sur 1 heure de temps de jeu effectif. Ça veut dire qu'on a 50 minutes où on a notre système de pensée qui est activé. On va cogiter, on va penser. On va dire, mais si j'avais mis ce point, peut-être que là, il y aurait 3-2 pour moi. Là, il y a 4-1 pour lui. Là, je mène 40-0, j'ai perdu le jeu. Ce jeu, il était à moi. Non, il était à personne. Et donc, voilà, c'est un sport qui, tous les ingrédients sont faits. C'est un sport de combat sans contact. Au foot, on vous fait 2 petits ponts. Le troisième, vous allez appuyer un peu plus le tacle, à la limite, voire hors limite du jeu. Au tennis, on vous a fait 2, 3, 4 mauvais coups. Il y a un filet. Et c'est pour ça que les joueurs s'en prennent souvent soit à leur matériel, hein, la raquette, soit à eux-mêmes. Certains se mettent des gifles. Donc c'est nerveusement très dur. Donc ça, c'est pour la partie sur le court. Mais quand on voit l'état mental de certains joueurs, je parlais de Dominic Thiem, il a une grosse période de difficulté. Comment on peut expliquer le fait que, voilà, même avant de rentrer sur le terrain, et c'est par exemple Venus Williams qui disait ça, qu'il y a une grosse partie du match qui se joue avant d'entrer sur le terrain. Comment ça se fait? Est-ce que c'est le cas par rapport aux autres sports aussi? C'est spécifique au tennis? Non, là, ça peut être. Je pense que le tennis ça va exacerber ces éléments-là, mais on peut retrouver ça dans d'autres sports. Il y a une erreur, je trouve, qui est souvent faite, c'est de dire que le match commence au premier point et il se termine quand on serre la main de l'adversaire. Moi, j'ai coutume de dire que le match, il commence quand on commence à y penser. Vous avez des joueurs, pas forcément de haut niveau, mais haut niveau aussi, qui vont commencer à en penser à leur match la veille, voire 2 jours avant, voire 10 jours avant. Et il se termine quand on l'a totalement évacué de son esprit. Combien de joueurs vont penser à leur match encore 1, 2, 3, 4 jours après? Et donc là, ça continue à travailler dans l'esprit, ça continue à faire des ancrages qui peuvent être terrifiants. Et la pente peut être très dure, comme Dominic Thiem, à remonter quand on a eu une sorte de burn-out tennistique, physique et sûrement mental aussi. Souvent, le grand public ne comprend pas ça, parce que le grand public, déjà, n'a pas forcément joué au tennis de haut niveau ni en compétition. Et puis, pour le grand public, dès lors qu'on gagne beaucoup d'argent, finalement, c'est mieux que d'aller à l'usine le matin, etc. Or, ça n'a rien à voir. Là, vous avez des joueurs et des joueuses qui sont, et je ne sais pas si le commun des mortels serait prêt à accepter ça, malgré l'argent. On va analyser le moindre de vos faits et gestes, tous les jours. On est loin, dès l'adolescence, de ses proches. On peut avoir sa carrière qui va être ruinée dès lors qu'on va avoir le moindre pépin physique. Chaque jour, on doit prouver sa propre valeur à chaque match. Maintenant, avec les réseaux sociaux, que vous gagnez ou que vous perdiez, moi je coach un joueur qui est, on va dire, sur le circuit secondaire en ITF, même quand il gagne des matchs, il va recevoir des insultes parce qu'il y a des parieurs sportifs qui ont perdu de l'argent, entre guillemets, à cause de lui. S'il mène un match et qu'il a le malheur de perdre, il va se faire insulter, on va le menacer de mort. Donc tout ça, c'est une forme de pression colossale quotidienne qui fait que si on est mal accompagné, si on n'a pas travaillé ces aspects-là, eh bien, on va avoir une santé mentale fragilisée et on peut se mettre vraiment en danger. OK. Et donc, pour l'accompagnement que tu as pu mener, aux côtés de joueurs de tennis, avec ton travail, est-ce que tu as pu remarquer, de nets, progrès ou d'amélioration dans leur jeu ou dans leurs résultats ou même dans leur bien-être, en général, grâce aux conseils que tu as pu leur apporter? Alors,
Oui, parce que j'ai une approche multidisciplinaire. L'idée, c'est que dans la formation que je propose aux coachs, je parle de préparateur neuropsychologique. Préparateur, ça veut dire quoi? C'est la partie préparation mentale. Là, on va sélectionner vraiment les meilleurs outils du monde, des outils, des méthodes qui sont déjà utilisés par les plus grands champions, hein, les All Blacks, le FC Barcelone, Tiger Woods, Michael Phelps. Donc là, on est vraiment de ration mentale. Mieux on est préparé, évidemment, c'est comme si si on allait passer un examen, même scolaire, hein. Si on est bien préparé, évidemment, on est plus confiant et on a de meilleurs résultats. Donc ça, c'est la préparation, on va dire, mentale. Neuro, parce qu'on va utiliser les dernières avancées des neurosciences pour comprendre comment fonctionne le cerveau et rester à la pointe de l'innovation. Parce que ce qui est encore plus important, c'est de savoir vraiment comment fonctionne le cerveau du sportif et non pas que ce que lui va dire ou ce qu'il va ressentir. Quand on comprend comment fonctionne le cerveau, évidemment, on a un avantage. Et psychologique, parce que, là, on en parle depuis tout à l'heure, hein, les sportifs ne sont pas des machines. On travaille avec des êtres humains et c'est vraiment fondamental d'utiliser les méthodes qui sont maintenant éprouvées, la psychologie du sport, la psychologie sociale, pour allier bonheur et performance durable. Donc, l'idée, c'est pas que de préparer le joueur à gagner, c'est de le préparer aussi à vivre des moments loin de sa famille, vivre des moments où il va devoir être seul face à des difficultés, des moments où il va enchaîner des défaites. Parce que le tennis, c'est un sport de victoire, mais aussi de défaite. C'est pas la boxe où vous faites 3 combats dans l'année, ou un parfois. Non, au tennis, vous êtes seul et sauf si vous gagnez chaque tournoi, ce qui est quasiment impossible. Aucun joueur dans l'histoire du tennis n'a gagné tous les tournois dans une année. Donc vous allez forcément perdre. Et là, il va falloir être armé pour faire face à ça. D'accord. Merci pour cette réponse. Et justement, un joueur qui a été armé face à la défaite, qui a gagné beaucoup de matchs, mais qui a quand même été capable de craquage, c'est John McEnroe. Et c'est sur lui que porte ta chronique aujourd'hui, Vincent. On t'écoute. L'instant rétro. Un joueur connu pour son tempérament volcanique et tempétueux, qui aurait pu bénéficier des conseils de préparation mentale de Dorian Martinez, est l'illustre John McEnroe. Vainqueur de 7 tournois du Grand Chelem entre 1979 et 1984, il faisait partie de l'élite mondiale malgré un caractère sur le court qu'on peut qualifier d'imprévisible, attisé par son envie de triompher, qui l'a amené à violemment contester des décisions arbitrales à une époque lointaine où le hockey n'existait pas encore. La légende retiendra que l'Américain a réussi l'exploit de cracher sur une spectatrice, de faire un bras d'honneur au public new-yorkais ou même de conseiller à l'arbitre d'utiliser son micro en suppositoire sans jamais se faire disqualifier. Un indéniable sens du spectacle d'un côté, mais un très mauvais exemple de l'autre. Mais l'histoire va prendre un autre tournant à l'Open d'Australie 1990. McEnroe, alors âgé de 30 ans, tente de remporter son premier tournoi majeur depuis l'US Open en 1984. Le 21 janvier, il affronte en 8e de finale le Suédois Michael Pernfors, double champion universitaire et classé à la 63e place mondiale. McEnroe remporte facilement le premier set 6-1, mais Pernfors élève son niveau de jeu pour remporter le deuxième set 6-4. Dans le troisième set, il s'arrêta devant une juge de ligne qu'il considérait comme ayant fait une mauvaise décision. Il la regarda alors fixement, tout en faisant rebondir une balle sur sa raquette, une sorte de méthode d'intimidation. L'arbitre de chaise, Jerry Armstrong, inflige à McEnroe une violation du code de conduite pour comportement antisportif. Premier avertissement. Code violation, unsportsmanlike conduct, warning Mr. McEnroe. Les ennuis pour Johnny Mac commencèrent réellement à partir du 7e jeu du 4e set, alors qu'il mène 4-2. À la suite d'une faute de coup droit, McEnroe jette sa raquette au sol une première fois, mais ne parvient pas à la casser. Une autre faute de coup droit dans le jeu provoqua un autre jet de raquette de sa part, celui-ci fissurant la tête de sa raquette. Armstrong, l'arbitre, est obligé de le signaler pour une autre violation du code de conduite, et ce qui provoqua la colère de McEnroe, qui commença à l'insulter, demandant également l'intervention de Ken Farrar, le chef des superviseurs du Grand Chelem. Farrar arrive et s'entretient avec McEnroe, dont les plaintes et les jurons sont audibles par les spectateurs. Avec l'autorisation de Farrar, Armstrong a appelé
la troisième et dernière violation du code de conduite et annonce Default Mr. McEnroe, Game, Set and Match. Code violation, verbal abuse, default Mr. McEnroe. Whoa! Game, set, match, point. That's the end of the match. Les 15 000 spectateurs se lèvent et huent et scandent leur soutien à McEnroe, tandis que ce dernier se tient debout, les mains sur les hanches, abasourdi. Lors de la conférence de presse qui suivit le match, McEnroe expliqua qu'il avait mal compris les règles et qu'il n'était pas au courant que la procédure de disqualification en 4 étapes de l'année précédente avait été remplacée par une nouvelle règle en 3 étapes. D'abord un avertissement, puis une pénalité de points et enfin une disqualification. En jouant avec les limites de la réglementation, l'Américain s'est vu enlever la possibilité de conquérir son premier Open d'Australie, un titre qu'il ne parviendra jamais à remporter. McEnroe est un joueur qui a fait grandir son sport et a réussi à le populariser au plus grand nombre, de par son jeu offensif et ses frasques et ses élans de colère sur le court. Il est impossible de le dissocier de son tempérament. Ainsi, on peut se demander si la préparation mentale pour un tel joueur lui aurait été bénéfique ou si au contraire ça l'aurait plutôt limité et enfermé dans un mode de fonctionnement qui ne lui aurait tout simplement pas convenu. Merci pour ta chronique, Vincent. On va repasser à l'interview, justement. Dorian, tu parlais des techniques à appliquer, utilisées par tous les meilleurs sportifs. Est-ce que tu peux donner des exemples de techniques à appliquer? Et est-ce qu'il y a des conseils différents qui s'appliquent à des profils différents? Par exemple, j'imagine qu'à un joueur comme McEnroe ou un Kyrgios, on ne va pas lui appliquer les mêmes conseils que quelqu'un comme Borg ou comme Lendl, chez qui on voit aucune émotion. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Ouais, alors ça fait finalement une question très riche. Et effectivement, il y a différents profils psychologiques. Et par rapport aux joueurs, on va dire, à réputation nerveuse, sulfurique, etc., tu parlais de McEnroe et de, par exemple, Kyrgios. Il y a une erreur qui est souvent faite, c'est de dire ces joueurs, ils n'ont pas de mental parce qu'ils s'énervent. Moi, ce que j'invite les observateurs, les journalistes, les amateurs ou même les coachs, c'est de regarder comment se comporte le joueur après son énervement. Vous avez des joueurs qui s'énervent, et à partir du moment où ils s'énervent, allez, le match il est fini, ils vont plus remonter la pente. C'est malheureusement le cas souvent de Benoît Paire. Quand il commence à s'énerver, souvent c'est mauvais signe. Alors que si vous regardez un Murray, McEnroe ou même Djokovic, quand ils s'énervent, regardez derrière comment ils sont mobilisés. Et souvent ils sont très performants derrière. Donc effectivement, ce sont des profils différents, ce sont des personnes qui vont libérer leurs émotions et ça va générer une adrénaline positive et ils savent en faire quelque chose derrière. D'autres joueurs, derrière, non, ils ont un schéma mental qui les victimise et là, ils s'en sortent plus. Ils ont 2 adversaires, l'adversaire plus eux-mêmes. Donc effectivement, bien connaître les profils, c'est une chose. Pareil, dans la formation, nous on utilise la ProcessCom parce qu'on a des profils rebelles. Vous n'allez pas parler de la même manière à un rebelle qu'à quelqu'un qui est très consciencieux. Vous n'allez pas parler de la même manière à quelqu'un qui a un profil type promoteur, qui va de l'avant, à quelqu'un qui est persévérant, qui a besoin d'être rassuré, d'avoir une routine. Donc ça, c'est très important, effectivement, de connaître les profils. Mais je dirais que les méthodes peuvent être les mêmes derrière. Le profil, ça va être pour faire passer la méthode. Quel profil j'ai en face de moi pour lui faire passer la méthode et qu'il puisse la recevoir comme étant intéressante et surtout l'appliquer. Ensuite, les méthodes, il y en a évidemment énormément, mais je dirais qu'il y a, pour faire très court et très simple, je dirais pour moi, il y a 2 choses indispensables, 2 méthodes indispensables. La première, c'est de travailler sur le système nerveux de la personne. C'est-à-dire que si votre joueur ou votre joueuse se sent nerveusement en danger de mort, puisqu'on a un système nerveux qui est très archaïque, hein, ça va être très difficile. Elle va vivre ou il va vivre le stress de manière très intense et même s'il gagne un match, il va être carbo pour le match d'après. Donc le but, c'est quand même dans le tennis de gagner des tournois. Donc là, c'est comment je travaille le système nerveux des joueurs que j'ai en face de moi, comment je les aide à se sentir en sécurité. Ça, c'est vraiment, pour moi, la règle numéro 1. Souvent, on voit un problème, une solution. Là, l'idée, c'est un problème, je mets mon joueur ou ma joueuse en sécurité, et là, j'applique la solution. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et ensuite, il y a évidemment tout un tas de choses, mais si je devais en garder par exemple que 2, c'est travailler sur l'identité du joueur.
quelle identité il a quand il rentre sur un court. Si vous avez l'identité d'un joueur qui est, je sais pas moi, 250 mondial, vous ne gagnerez jamais un joueur qui a l'identité d'un 50e mondial ou qui est 50e mondial. Et c'est pour ça qu'on voit des joueurs, même au niveau amateur et même au plus haut niveau, mener au score un 15-2 mené contre un 4-6. Mais si ce 15-2, il pense qu'il joue maximum 15, il va mener peut-être 6-3, 4-1. Et là, comme par hasard, le match va se retourner. Parce qu'on ne gagne jamais au-delà de l'identité à laquelle on croit profondément. Et donc ça, c'est un vrai travail. Si vous ne croyez pas capable d'avoir telle identité personnellement quand vous êtes tout seul, pas parce que vous annoncez à votre coach ou aux médias, face à face au miroir, eh bien vous ne pouvez pas performer. C'est impossible. Donc c'est fondamental de travailler ça. Et donc ça, c'est un élément qui s'applique à tous les joueurs, même au niveau amateur, c'est ça? Ah oui, c'est quasiment une règle. C'est comme même pareil pour le système nerveux. On a tous le même système nerveux à la base. On est câblés à peu près pareil. On a des profils différents, comme je l'ai dit, mais ça c'est plus secondaire. Mais on a vraiment un système nerveux identique. Et donc tout ça, ce sont des règles. Et si on les connaît pas, on peut utiliser des méthodes. Pense que tu es le meilleur. Pose ton cerveau, on l'entend ça. Joue comme tu sais faire. Tout ça, j'allais dire, c'est du pipeau, c'est du vent. Si on n'a pas travaillé en amont des choses de base, évidemment, au bout d'un moment et très rapidement, ça va cracher, ça va pas tenir sur le long terme pour le joueur ou la joueuse qui va exploser. Donc ça se travaille et c'est un travail. Souvent on dit le mental, c'est la chose la plus importante au tennis, que ce soit au niveau amateur, mais même au haut niveau. Regardez combien de temps passent les joueurs sur la question mentale. Souvent, soit il y a rien, soit c'est 10% du temps et c'est pas suffisant. OK, donc pour revenir un peu, à une situation géographique en France, où on accuse souvent, nos sportifs de ne pas répondre présent dans les grands moments ou de ne pas délivrer leur meilleur niveau de jeu, où en est la préparation mentale en France? Est-ce que c'est assez comparé à d'autres pays? Comme par exemple où en Espagne, ils confrontent leurs meilleurs jeunes avec des psychologues du sport dès l'âge de 8 ans et Alcaraz a suivi ce chemin où il a été accompagné dès son plus jeune âge. Est-ce que la FFT met assez de moyens en place sur ce niveau-là? Et à quel âge devrait-on, commencer à préparer nos joueurs sur ce point-là? La réponse est déjà un peu dans la question, évidemment, plus on travaille tôt ces questions-là, mieux c'est. On n'est pas forcément obligé de toujours travailler avec un psychologue du sport dès l'âge de 6-7 ans, mais si déjà les coachs, les entraîneurs, étaient formés à ces notions-là, moi en tout cas c'est mon combat, c'est pour ça que j'ai créé une formation certifiante là-dessus et on a de plus en plus de monde qui rejoignent la formation. C'était vraiment par rapport à cette mission-là, qui n'empêche pas le coach formé de faire appel à un expert de la discipline, bien évidemment. Mais il saura d'autant plus le faire que si il est formé. Et donc, effectivement, on a culturellement un retard considérable en France déjà sur le sport, tout simplement. On n'est pas une nation sportive. Il y a qu'à voir à l'école. On a 2 heures de PS par semaine quand on est au collège, au lycée. Il y a tout un tas de pays où c'est chaque après-midi, il y a sport. Quand vous avez 18 en sport, c'est un 18 équivalent à 18 en maths. En France, le 18 en sport, c'est ah ouais, bon, c'est le cancre, il est un peu bon sportif. Regardez, il a que 8 en maths. Dans d'autres pays, c'est équivalent. En France, dès qu'on a un champion, on commence à oui, mais il a dit ça, etc. Regardez Mbappé. Là, je parle même pas de tennis. On a peut-être, on verra, l'histoire nous le dira, en tout cas un des meilleurs joueurs de foot de tous les temps, ça c'est sûr. Peut-être il deviendra le meilleur. On a plein de gens qui lui cherchent des poils aux œufs, comme on dit, alors que dans d'autres pays, les gens seraient 100% derrière lui. Donc on a une culture déjà qui est en Et retard. vous pensez à quel pays, par exemple? Je pense la Nouvelle-Zélande, tout est dit. Les All Blacks, vous avez une culture sportive incroyable. Vous avez tout un tas de livres écrits là-dessus. Maintenant, l'équipe de France, ça commence de rugby d'ailleurs à s'inspirer de ça et on voit les très bons résultats. Mais chez les All Blacks, quand vous êtes un compétiteur et que vous n'arrivez pas à devenir un All Black, parce qu'il n'y en a pas beaucoup quand même,
eh bien, vous devenez automatiquement le premier supporter des All Blacks. Et en Nouvelle-Zélande, tous les habitants supportent leur équipe nationale. Il n'y a pas, il y a aucune ambiguïté là-dessus. Et tout ça, ça s'est créé non pas sur un claquement de doigts, par un travail chez les plus petits. Et on en parlait tout à l'heure. Quand vous avez un jeune en Nouvelle-Zélande qui a, je vous donne des chiffres au hasard, à 12 ans, il fait déjà 1,80 m et 90 kilos, eh bien, on va pas le faire jouer chez les jeunes de 12 ans. Parce que là, il va dégoûter tout le monde, il va prendre le ballon, il va tracer tout droit, il va marquer son essai. Il va pas progresser. Et il va dégoûter les autres. Non, on va le mettre dans la catégorie des 14 ans, voire des 16 ans. Là, il sera à peu près au même niveau que les autres. Il va pas dégoûter les autres et il va continuer à progresser. En France, prenons le tennis, on n'a pas encore compris ça. On est en retard aussi là-dessus. Il y a quelques années, il y a un jeune qui a gagné un gros tournoi jeune, mais il faisait déjà, à 14 ans, quasiment 2 mètres. Donc il mettait des aces à tout le monde. Donc lui, dans sa tête, il s'est dit, mais c'est normal, hein, je lui jette pas la pierre. Hein. Je suis déjà très très fort, je suis un futur numéro 1 mondial. Sauf qu'il avait déjà fait sa courbe de croissance, il a dégoûté des jeunes qui avaient la taille de leur âge. Il aurait mieux valu qu'il fasse des tournois où il se confronte à des joueurs qui fassent sa taille ou son poids. Ou là, il aurait vu qu'il a encore un peu de chemin à faire. Et donc, on intègre doucement, doucement. Je sais, j'ai collaboré pendant 6 mois un peu avec la Fédération française de tennis, mais c'est encore un énorme paquebot. Je le dis pas méchamment, hein. C'est un énorme paquebot. Et chaque décision est très longue. Il faut valider tout un tas de couches plus ou moins politiques, structurelles, avant de prendre des décisions pour faire avancer la chose. On a les JO dans quelques années, on a Roland-Garros chaque année. Pour moi, on est encore en retard. Il y a du mieux, mais on est encore en retard, ça c'est sûr. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. On espère en tout cas que les JO, que Roland-Garros vont contribuer à changer la donne. En tout cas, merci beaucoup Avec grand pour plaisir. cette interview qui touche à sa fin. Et on se dit à très vite pour un prochain numéro. Salut. Salut. C'est là-dessus que se conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci à notre invité pour sa présence. Merci à nos auditeurs les plus fidèles qui ont écouté cette émission jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous suivre sur YouTube, Twitter et Instagram. Tous les liens sont en description. On reste à votre écoute pour toute proposition de sujet, d'invité et pour répondre à toutes vos questions. A très vite pour un nouvel épisode. L'émission d'aujourd'hui est à retrouver sur YouTube, Spotify, SoundCloud et Amazon.